Israël dit avoir frappé plus de 300 sites du Hezbollah au Liban ce lundi. Les autorités libanaises dénombrent au moins 182 morts et 700 blessés. De son côté, Israël demande aux civils de s'éloigner de tout bâtiment abritant des armes du mouvement chiite pro-iranien. Selon Tsahal, dans un avenir proche, les frappes seront plus importantes et plus précises. כל תושבי הכפרים בלבנון. בזמן הקרוב אנחנו נתקוף מטרות טרור בלבנון. אנחנו קוראים לכל מי שנמצא בסמוך לנכסים או בתוך בתים בהם חיזבאללה מסתיר אמצעי לחימה. אנחנו קוראים לכם להתרחק מהם מיד. אני חוזר על זה. אנחנו קוראים לכם להתרחק מהם מיד. זאת לשם ביטחונכם והגנתכם. חיזבאללה מסכן אתכם ואת משפחותיכם. Les frappes israéliennes de ce lundi matin font suite à un lourd échange de tirs de part et d'autre de la frontière. Ce dimanche, le Hezbollah a tiré sur Israël plus d'une centaine de roquettes, de missiles et de drones. Les bombardements du Hezbollah faisaient eux-mêmes suite à une frappe sur Beyrouth dans laquelle un commandant militaire et une douzaine de membres du parti chiite avaient été tués. La branche armée du Hezbollah figure sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky dans une usine de munitions de Pennsylvanie où sont produits quelques-uns des obus de 155 mm dont l'armée ukrainienne a tant besoin pour faire face à l'invasion de l'armée russe. Aux yeux du président ukrainien, c'est dans ce genre d'endroit qu'on voit vraiment que le monde démocratique peut l'emporter. I'm very honored to be here with my team and started, as I said to colleagues, started my visit to America from your city, from your plant, from Pennsylvania, and just some number. You said that 400 people work here, but I wanted very much to come here and to thank you. 400 people saved millions of Ukrainians. La Pennsylvanie est la première étape de cette visite du président ukrainien aux États-Unis. Volodymyr Zelensky doit se rendre à Washington et à New York, notamment pour évoquer ses propositions de règlement du conflit dans son pays et pour s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations unies. Ukraine hit 3 Russian munitions depots within 4 days over the past week with the domestically produced weapons. The attacks are widely seen as Kyiv demonstrating its ability to strike targets deep into Russia and therefore calling on its Western allies to lift their missile use restrictions and also exposing Moscow's red lines. Here is the timeline. On the 18th of September, Ukraine attacked the depot in Toropets, Tver region. Estonian Defense Forces Intelligence Center stated that the strike caused 30,000 tons of munitions to explode, noting that the size of the explosion equates to 750,000 artillery shells. All in all, that means that the attacks destroyed enough Russian munitions to affect Russian operations in the coming months. Then, a few days later, Kyiv hit the depot in Oktyabrski, about 16 kilometers south of Toropets, and at Tikhoretsk in Krasnodar region. The Ukrainian General Staff reported that the Tikhoretsk arsenal contained at least 2,000 tons of munitions, including munitions from North Korea, at the time of the strike. Kyiv claims it is one of the 3 largest ammunition depots in Russia and one of the key storage facilities in the Russian military logistics systems. The US-based think tank, the Center for Strategic and International Studies, said in February this year that Tikhoretsk was one of a number of Russian ammunition sites that had been expanded to store munitions closer to the front lines. The Institute for the Study of War says that continued Ukrainian strikes against rear Russian logistics facilities within Russia will generate wider operational pressures on the Russian military, including forcing Moscow to reorganize and disperse support and logistics systems within Russia to mitigate the impact of such strikes. La majorité des pays membres des Nations Unies a voté en faveur du pacte pour l'avenir. Les dirigeants s'engagent notamment à conduire des politiques en faveur de la transition énergétique, des négociations pour éviter les conflits
et des réformes financières. La Russie souhaitait introduire le concept de non-intervention dans les affaires intérieures des États, mais seuls 6 alliés de Moscou l'ont suivi. Le pacte de 20 pages liste une soixantaine de points et souligne également la nécessité d'œuvrer pour le désarmement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait présenté le sommet pour l'avenir comme une occasion unique de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Le chancelier allemand Olaf Scholz décrit le pacte comme une boussole et le patron de l'ONG Greenpeace, Mads Christensen, évoque un signal positif. Certains diplomates confient néanmoins leur perplexité quant à l'efficacité du pacte pour l'avenir. Petit déjeuner gouvernemental à Matignon. Ce lundi matin, Michel Barnier a accueilli ses 39 ministres et secrétaires d'État, très majoritairement issus de la Macronie et de la droite, pour une première réunion dans le but, selon lui, de mieux se connaître. Merci. Dès le pas de la porte, le Premier ministre a demandé à ses invités d'être irréprochables et modestes, d'avoir du respect pour tous les partis politiques et surtout de ne pas faire d'esbroufs. Les ministres sont ensuite allés dans leurs ministères respectifs pour les traditionnelles cérémonies de passation. Ils se sont retrouvés au palais présidentiel de l'Élysée pour un premier conseil des ministres à 15 h autour du chef de l'État Emmanuel Macron. Ce nouveau gouvernement a été dévoilé samedi soir après des semaines de négociations difficiles selon Michel Barnier. Son premier grand test aura lieu le 1er octobre lorsqu'il devra prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Plusieurs partis de gauche qui considèrent ce cabinet comme un déni de démocratie prévoient déjà le dépôt d'une motion de censure. Le Rassemblement national affirme également envisager cette possibilité. L'Union européenne émet des doutes concernant l'enquête chinoise menée sur les produits laitiers venus d'Europe. La Commission européenne estime que la procédure repose sur des allégations douteuses et des preuves insuffisantes. C'est pourquoi, pour la première fois à ce stade, elle conteste l'enquête devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. We are of the firm view that China's decision to initiate this dairy investigation is not in line with WTO rules. So we are therefore taking action to protect our industry. Le secteur laitier européen est une victime collatérale des tensions commerciales entre l'Union et la Chine. Pékin a lancé fin août son enquête, quelques heures après la confirmation par la Commission qu'elle imposait de nouvelles taxes douanières sur les véhicules électriques chinois. Les professionnels européens se disent victimes de cette discorde. The European dairy is a hostage, if you will, in trade tensions that are completely unrelated with milk and dairy. That's why we really insisted in the Commission to help us here. And it's not the first time that dairy is taken as a hostage. And for all we know, the Chinese side did not even deny that there is a link to the electric vehicle dossier. L'enquête chinoise se concentre sur le lait, la crème et certains fromages comme la mozzarella. Ce n'est pas la première fois que le secteur se retrouve piégé dans une bataille commerciale entre l'Union européenne et d'autres puissances comme les États-Unis. Retour sur Terre pour 3 membres de la Station spatiale internationale. Le module Soyouz MS-25 a quitté l'ISS ce lundi. À son bord, l'astronaute américaine Tracy Dyson et 2 cosmonautes russes, Nikolai Choub et Oleg Kononenko. A noter que ces derniers reviennent sur Terre après avoir passé 374 jours consécutifs dans l'espace, un record. L'atterrissage assisté par parachute a eu lieu au sud-est de la ville de Zhezhgaskan, dans les steppes du Kazakhstan. L'Oktoberfest bat son plein depuis samedi à Munich. Mais pour beaucoup de participants cette année, la célèbre fête de la bière allemande sera sans alcool. En Allemagne, comme dans beaucoup de pays européens, de plus en plus de consommateurs recherchent des alternatives non alcoolisées aux bières traditionnelles. Selon l'Office national des statistiques, la production de bière sans alcool a plus que doublé en 10 ans. Pour être vendue sous l'appellation sans alcool dans l'Union européenne, une bière doit présenter un titre alcoolique inférieur à 1,2 degré. Le Velvet Bar propose des cocktails sans alcool depuis son ouverture il y a 7 ans. Ruben Neidek, barman, explique que ces boissons sont de plus en plus demandées et qu'elles sont désormais mieux acceptées par les professionnels du secteur.
on non-alcoholic products, on how to create a non-alcoholic drink. So there's definitely an increase in that. And it used to be among bartenders, you would boo upon making non-alcoholic drinks. Well, I think it's fun and a challenge. Une brasserie berlinoise a déclaré à Euronews que sa bière sans alcool était l'un de ses produits les plus demandés. Et à Munich, la ville de l'Oktoberfest, un jardin dédié aux bières sans alcool a ouvert ses portes cette année. Statistics from a National Breweries Association shows that there has been a steady decline in beer sales since 2015. The biggest drop in 2020 when the pandemic forced bars to close down. But numbers haven't recovered since. Les consommateurs européens sont de plus en plus conscients des risques de la consommation d'alcool pour la santé. L'année dernière, l'OMS a déclaré que l'alcool représentait un danger pour la santé, quelles que soient les quantités consommées. L'organisation ajoute que l'alcool est un facteur aggravant pour au moins 7 types de cancers. Selon Ruben, ces inquiétudes croissantes se traduisent dans les choix des consommateurs. I think people are more aware of the health impact it might have. And also a bar ages with its patrons. So I think that as we as a bar grow older, on average our patrons are a little bit older. So there is a bit more of a responsible consumption of alcohol. L'Oktoberfest se termine le dimanche 6 octobre à Munich.